La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de rencontres littérature et écologie, la BNF reçoit les auteurs Camille Brunel et Roland Roux. Dalibor Friou anime cette rencontre. Bonsoir, nous sommes à la Bibliothèque nationale de France pour la dernière conférence du cycle littérature et écologie. Nous remercions la Bibliothèque nationale de France de nous accueillir en lien avec le prix du roman d'écologie qui a été remis l'année dernière pour la 3e édition, ici même dans cet auditorium. Nous allons parler aujourd'hui d'une question inspirante qui est la suivante. L'inspiration écologique est-elle une manière de renouer avec une littérature engagée ? Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Brunel et Erol Henrot. Bonjour. Ils sont deux anciens sélectionnés de la première édition du prix du roman d'écologie. Camille Brunel est journaliste, écrivain, critique de cinéma. Il est l'auteur de La guérilla des animaux paru chez Alma en 2018, sélectionné donc pour le prix du roman d'écologie. Il est également l'auteur l'année dernière de 2 livres parus la même année. Le premier, Les Métamorphoses, paru chez Alma, toujours en 2020. Et Après nous les animaux, paru chez Casterman, également en 2020. Les animaux sont au cœur de ce travail d'écriture et Camille Brunel est par ailleurs militant de la cause animale. Et Roland Roux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de lettres, écrivain, auteur des Liens du sang en 2018, paru chez Le Dilettante. Vous avez également été sélectionné pour le prix du roman d'écologie et vous êtes également militant végétarien et vous avez un nouveau roman à paraître ou en préparation en tout cas. Alors la question qui nous occupe ce soir, c'est l'inspiration écologique est-elle une manière de renouer avec une littérature engagée ? Alors, pour cadrer les choses, on peut parler très brièvement de l'engagement en littérature. Dans notre pays, l'engagement en littérature, il est immédiatement associé à des figures tutélaires comme Voltaire, Hugo, Zola, Sartre, Camus, évidemment. Les causes défendues sont chaque fois particulières, la tolérance religieuse, la justice sociale, le communisme ou la dénonciation du totalitarisme, parmi d'autres. Alors, on entend souvent dire aujourd'hui que nos sociétés sont individualistes, qu'elles sont dépolitisées, que les jeunes boudent les corps intermédiaires traditionnels que sont les partis, les syndicats. Mais dans le même temps, les réseaux sociaux, les associations, les ONG ne cessent de mobiliser en faveur de la transition écologique, de l'égalité homme-femme avec le mouvement MeToo par exemple, la justice sociale, la lutte contre la corruption ou l'évasion fiscale, entre autres causes. On se demande donc si l'engagement a encore besoin des partis politiques traditionnels, si l'engagement a encore besoin des médias traditionnels, s'il a même besoin de l'art et s'il a besoin de modes de lutte assez vieillis peut-être pour certains, comme les manifestations, comme les grèves, dont l'efficacité fait question. Toutes ces formes d'engagement sont en crise ou en profonde mutation et elles semblent laisser place à des mobilisations ponctuelles à la carte. Du côté de la littérature française, il ne semble pas y avoir de grand écrivain conscient d'une époque qui ait pris la place d'un Hugo ou d'un Sartre, menant de front une œuvre littéraire majeure et un engagement politique de premier plan. On parle plutôt de fin des idéologies, de scepticisme, de déconstruction, de désenchantement. Les plus engagés sont plutôt des journalistes, des économistes, des scientifiques. Aujourd'hui, on pourrait citer tout à fait arbitrairement Florence Aubenas, Thomas Piketty, qui vend des millions en dénonçant les inégalités du capitalisme. Le profil peut-être de Virginie Despentes est assez complet, à la fois essayiste de renom avec King Kong Theory il y a quelques années et grande romancière par ailleurs, toujours sur des thèmes liés au féminin et très, très contemporains. Alors si on revient à l'écologie, la thématique elle est très particulière parce que l'écologie aujourd'hui c'est à la fois une discipline scientifique, c'est une cause politique et une source d'inspiration, comme nous essayons de le montrer avec notre prix du roman d'écologie depuis 3 ans maintenant.
L'écologie rassemble plusieurs grandes causes. Elle englobe la défense de la nature, mais aussi la critique de la technique, la cause animale évidemment, mais aussi la justice climatique internationale, les inégalités environnementales, etc., etc. En ce sens, l'écologie semble être le nouvel étendard, un nouveau récit, grand récit d'émancipation que tente de s'approprier aujourd'hui aussi bien la gauche que la droite, avec une écologie émancipatrice ou une écologie conservatrice dont se réclame notamment l'extrême droite en France, mais aussi ailleurs. L'écrivain, surtout en cette période de crise écologique majeure, trouve donc un terrain, avec l'écologie, trouve un terrain occupé par de multiples discours, une actualité permanente, spectaculaire, un robinet à images toujours plus impressionnante. Alors le danger, comme pour toute autre cause, mais surtout avec celle-là, qui devient omniprésente, c'est de tomber dans le roman à thèse, militant, didactique, édifiant, ou, mais les deux ne s'excluent pas, de grossir les rangs des activistes en multipliant des tribunes, des interventions, des coups de main au détriment d'une œuvre plus profonde. On pourrait donc se demander si l'écologie a vraiment besoin de la littérature, ou si la littérature ne se brûle pas les ailes en abordant des thèmes aussi présents, aussi brûlants, aussi vivaces actuellement dans le débat public. Alors on va, si vous le voulez bien, aborder toutes ces questions, et peut-être qu'on peut commencer par celle-ci. Alors le plus inspiré peut commencer à répondre. Quel est, vous, en tant qu'écrivain engagé, je suppose, quel est votre regard sur la littérature engagée d'aujourd'hui ? Est-ce que vous partagez le constat que j'ai tenté d'esquisser ? Et est-ce que vous vous considérez comme un écrivain engagé ? Alors, Camille ou Erol, à votre bon cœur. Vas-y. L'engagement, pour moi, a toujours été assez illisible dans mon esprit. C'est-à-dire que quand j'écris un texte, je commence pas par savoir à qui je vais parler. C'est-à-dire que je m'écris à moi, en fait. Et l'engagement, je considère que c'est écrire pour les autres, d'abord. Et les écrivains dont vous avez parlé, donc Sartre, par exemple, qui est l'écrivain engagé par excellence, en tout cas une référence encore aujourd'hui, décrier cette façon d'écrire. Enfin, lui, l'engagement était, je veux dire, peut-être la première raison d'écrire. Et en lisant son texte qui s'appelle Qu'est-ce que la littérature ? Je me suis reconnu dans ce qu'il décrit de négatif, enfin de mauvais. C'est-à-dire qu'il parle d'écriture comme, d'écriture non engagée comme une exhibition d'âme, si vous voulez. Et pour lui, l'écriture intérieure est une âme faite objet. C'est la citation exacte qu'il y a dans son texte. Et c'est toujours ce qui m'attirait dans la littérature, c'est que c'était justement une âme que j'avais devant les yeux. En tout cas, en tant que lecteur. Et que je veux écrire aussi, moi. Donc l'engagement en tant que tel comment je pourrais dire je me méfie toujours au départ d'un livre qui se dit engagé, en tout cas. Et le danger du roman à thèse, c'est exactement celui-là. J'ai lu Les Métamorphoses de Camille Brunel, et justement, pour éviter ça, pour éviter le roman à thèse, il faudrait apporter dans la description des personnages en général, et je ne sais pas si des écrivains d'aujourd'hui le font. Mais du coup, est-ce que tu t'es méfié des métamorphoses comme tu te méfies des romans engagés ? Ah, je me suis méfié au début. Je me suis méfié. Mais j'ai vu justement que ce que je pense être la façon d'éviter ce danger-là avait été évité avec ce roman aussi. C'est-à-dire de en général mettre en scène
une sorte de cercle rempli de plusieurs personnages et de les laisser vivre, en fait. C'est-à-dire sans que moi, ou vous interveniez dans leurs pensées. Or, l'écrivain engagé, est-ce qu'il intervient dans les pensées des personnages ? Je crois que oui. Et dans ce sens-là, c'est un mauvais début, si vous voulez. Et enfin voilà, j'ai peut-être parlé trop longtemps. Donc, Non. Alors Camille, est-ce que vous considérez comme un écrivain engagé et comment est-ce que vous évitez les pièges de la littérature, du roman à thèse ou du roman sur lequel pèserait une démonstration trop pesante ? Alors oui, je me considère comme un écrivain engagé. Je vais pas en faire mystère plus longtemps. De toute façon, existant désormais constamment en dehors des livres, plein Twitter, plein Instagram, plein tout ça, je vois mal comment on pourrait prétendre ne pas être engagé et vouloir juste faire de la littérature, tu vois. Juste faire vivre des livres. Bon. Donc oui, les livres sont une partie de ma production. Alors c'est la plus noble, hein, parce que les tweets étant la moins noble. Mais oui, je suis engagé. Et alors ce qui est peut-être intéressant là-dedans, c'est que je suis né dans un milieu écolo. J'ai grandi avec l'écologie comme une donnée de base. Il était évident que l'économie et se faire du fric, c'était pas intéressant, alors que en revanche, aller marcher dans les Alpes, ça, c'était l'existence, la vraie, quoi. Ça, pour moi, c'est une donnée de base. Bon. Et du coup, constatant que dans le monde réel qui m'attendait, l'écologie était quand même marginale, j'avais jamais envisagé de m'engager pour ça. Parce que justement ça avait l'air d'être quelque chose de presque de puéril, en tout cas le monde ne reposait pas sur l'écologie et donc ni sur l'intérêt que je pouvais porter aux animaux et donc je me disais qu'à un moment donné il faudrait en faire le deuil. Et à l'âge auquel on s'engage souvent, quand j'ai eu 20 ans, à l'âge où les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui se politisent à mort, moi j'étais à fond sur le dandysme. J'aimais beaucoup l'idée que après avoir donné sa chance à la République 2 fois et après avoir vu la République se casser la gueule 2 fois, les auteurs se soient complètement lavé les mains de l'engagement et se soient repliés sur leur monde intérieur, quoi. Et donc voilà, je bossais sur Barbette d'Aurevilly, Huysmans, Le Comte de Lille. Et j'ai fini par me pencher sur Lautréamont, où là, il y avait évidemment... Est-ce que Lautréamont est un auteur engagé ? J'en sais rien, parce que finalement, il déteste tout le monde et il veut tout détruire. Donc, c'est de l'engagement, je suis pas sûr que ce soit ça. Et justement, il y avait encore une forme de dandysme qui me séduisait dans cet engagement-là, qui consistait à dire, il n'y a pas vraiment de cause, il faut juste mettre un terme à l'humanité, quoi. Pour schématiser Chant de Maldoror, je suis pas sûr que si Isidore Ducasse il serait là, il serait d'accord, mais voilà. C'est comme ça que je le lisais en tout cas, et que je l'étudiais. Et c'est pas finalement l'écologie qui m'a ramené à l'engagement, qui a fait de moi l'auteur engagé que je suis aujourd'hui. C'est l'animalisme vraiment. C'est la découverte des cahiers antispécistes et de l'antispécisme, c'est-à-dire en fait le souci du non-humain rechargé aux thèses philosophiques rigoureuses, détachées donc de la sensibilité, voilà, de l'écologie à la Rousseau et compagnie, voilà, et aussi rechargé aux sciences dures. C'est-à-dire aux découvertes en neurocognition animale et en éthologie. Avec la fameuse déclaration de Cambridge qui a établi la sensibilité. Exactement, la conscience même. Ça va très loin, la déclaration de Cambridge. Ouais. Et là, j'ai senti qu'il fallait faire feu de tout bois et que le dépit que j'avais pu éprouver vis-à-vis du réel, en fait, qui me semblait pas intéressé par l'engagement que je pourrais porter, j'ai senti qu'il y avait un canal. Et c'est là que j'ai commencé à écrire La guérilla des animaux. Donc là, c'est clairement
un engagement, une conscience brûlante d'une cause qui vous a propulsé dans la littérature. Oui, et un sentiment d'urgence et de panique prégnant. D'accord. Est-ce que c'est la même chose pour vous et Roland Roux? Est-ce que c'est une forme d'engagement, là aussi, en faveur de l'écologie, de la cause animale, qui vous a mené à la littérature ou l'inverse? Mais je crois que malgré moi, oui, c'est ça. C'est un engagement. Mais c'est pour ça que j'ai voulu éviter le piège du roman à thèse en prenant un personnage qui était un tueur d'abattoir. Justement, parce que je savais que ce personnage, étant totalement éloigné de ce que je peux penser, me provoquerait lui-même. Donc, mon écriture réagit en fonction de ça. Est-ce que c'est un engagement? Je ne sais pas. Par rapport à l'animalisme, le problème de l'engagement, c'est que c'est un projet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pense et qu'on prévoit de changer dans la société. Donc l'engagement, c'est de l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est de l'humain. Je pense que les animaux ont une vie intérieure extraordinaire qu'il faudrait nommer parce que ça ne peut pas être l'imaginaire tel que nous, on le vit. Je pense qu'il faudrait le nommer. Il n'y a pas de mot qui existe, je crois, pour dire l'imaginaire des animaux. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un imaginaire qui repose sur un projet tel que l'engagement. S'il y a un imaginaire des animaux, ce serait, je ne sais pas, peut-être des couleurs, des sensations, des peurs, beaucoup de peurs peut-être. C'est très proche du nôtre, ça. Enfin, nous, on a le projet et on a l'abstraction qui fait qu'on veut changer le monde à long terme. Mais sur l'imaginaire des animaux, je ne pense pas qu'il y ait besoin de recourir au lexique du mystère, en fait, pour faire simple. Quand tu parles vous voyez bien que l'imaginaire ne peut pas s'appliquer exactement. Le terme d'engagement, par exemple. Ah oui, non, ça, les animaux ne sont pas engagés. Ça leur manque d'ailleurs, mais ils sont. Mais justement, c'est pour ça qu'il faudrait. Il y a un mot qui manque quelque part. Ouais. Alors, on a parlé d'écrivain engagé, on a parlé de l'engagement. Est-ce que, pour y voir plus clair, quel serait pour chacun de vous votre modèle d'écrivain engagé dans votre cause ou dans une autre? Mais un écrivain qui démontrerait la bonne distance par rapport à sa cause, avec néanmoins des effets produits par son œuvre. Est-ce que Erol a, je crois qu'Erol a un écrivain. Oui, l'écrivain allemand Hans Senijan, qui est un peu ce que je disais justement, c'est-à-dire on peut pas dire non plus que ce soit un écrivain engagé, c'est plutôt quelqu'un qui s'est retiré. Alors rappelez-nous un peu de qui s'agit-il? Alors Hans Senijan, c'est un écrivain allemand du début du XXe siècle qui a écrit, qui a 8 romans traduits en français, qui a écrit beaucoup de romans en allemand, beaucoup de pièces de théâtre, et dont l'œuvre majeure, une des plus belles œuvres littéraires qui soit, c'est Le fleuve sans rive, en 3 tomes. Donc Le navire de bois et les 2 tomes, les cahiers de Gustav Agnes Horn. Et c'est écrit à la première personne, donc en fait il s'engage lui en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et il laisse défiler sa conscience, si vous voulez. C'est ce que j'aime, moi, en littérature. C'est ce dont je voudrais me sentir proche, si j'avais un talent comparable à lui. Mais alors, quelle est la cause qu'il défend? Alors, disons que le monde le rebute vraiment. Il rejette le monde dans lequel il vit. On est dans les années 50, hein. Avant. Même avant. Ouais. Avant le nazisme. Et le monde le rebute et il n'arrive pas à avoir prise sur ce monde. Il ne sait pas comment s'exprimer. Et certaines pièces sont des échecs. Il est ignoré de beaucoup de monde au début. Et il s'en va. Il crée une société à lui avec une dizaine de personnes. Mm-hmm. Et ils vivent ensemble. C'est la société Ugrino, elle s'appelle. Ugrino. Et donc, il n'arrive pas à parler aux gens,
assez contemporain. Donc c'est une initiative qui est anti-nazie, c'est une initiative qui est antisociale, c'est un retour à la nature, c'est un retour à une communauté un peu épicurienne, ou ça ressemble à quoi alors? Oui, retour à la nature, oui. Anti-nazi, c'est... J'aimerais vous dire oui, mais je crois qu'il est plus ambigu là-dessus. D'accord. En fait, non, c'est vraiment une histoire de se regrouper dans un cercle qui se comprend et qui partage les mêmes valeurs, les mêmes idées, et dans lequel le monde extérieur n'entre pas, mais eux observent le monde extérieur. Et son écriture, c'est ça justement, c'est l'observation du monde extérieur. Alors, par le prisme de sa conscience à lui, évidemment. Et il y a l'image du cheval, beaucoup, par exemple, dans ses livres. Il revient régulièrement jusqu'à sa dernière pièce. Et vous me disiez que dans les années 50, il publie des thèses contre l'arme nucléaire, c'est ça? Oui, c'est son seul texte engagé, dont on peut dire engagé, qu'on peut qualifier d'engagé. Les thèses sur l'armement nucléaire, c'est en 57, je crois, qui ne sont pas traduits en français d'ailleurs. D'accord. Mais pour le reste, ce qu'il a voulu faire, en fait, c'est dérouler, si on peut dire, sa vision du monde. Donc, évidemment, avec les animaux, vivre avec les animaux, mais sans que ce soit un projet politique, justement. D'accord. Ou un projet engagé, ou comment on l'appelle, peu importe. Il l'a fait poétiquement, si on peut dire. D'accord. Et c'est pour ça que ce livre est très grand, je pense, parce que c'est pas un programme, c'est quelque chose qui déborde, j'allais dire même l'imagination humaine, si on peut dire ça. Il y a des scènes extraordinaires, des images que seul un écrivain, mais non, peut-être seul un poète peut trouver. D'accord. Donc c'est Hans Henny Jan, contemporain du nazisme. Camille Brunel, votre modèle d'écrivain engagé dans l'écologie, l'animalisme ou autre? La guérilla des animaux, ça dérive directement des Racines du ciel, de Romain Gary. Oui, alors rappelons Romain Gary, Les Racines du ciel, considéré comme le premier roman d'écologie, en tout cas par les jurés du prix du roman d'écologie. On est dans les années 50, ouais. Et c'est son premier prix Goncourt, puisqu'on aura un deuxième, le fameux deuxième, sous un autre nom. Et qui raconte... c'est un militant animaliste, en fait, voilà, écologiste. Il va lutter contre les chasseurs d'éléphants dans l'Afrique coloniale de l'époque française, et où il y a des pages, effectivement, qui semblent avoir été écrites hier. Où il les punit. Ouais. Voilà, sur la nature, sur l'activisme, ouais. Et plus que de la désobéissance, parce qu'il en vient vraiment à... il est tout seul, en fait. C'est son drame, c'est que du coup, tout le monde l'accuse de faire le jeu de l'adversaire, parce qu'il est indépendant. Et mais il est très indulgent finalement avec les chasseurs d'éléphants. Et alors sur le fond, voilà, je le rejoins complètement et je suis très admiratif de voir que dans les années 50, on pouvait déjà avoir un discours. Oui, parce que c'est là que je dis qu'il n'est pas écolo à mon sens et qu'il est animaliste, et qu'il essaie pas de sauver les éléphants comme une espèce. J'ai l'impression il n'a pas de souci d'écosystème ou de. On a vraiment l'impression qu'il essaie de les sauver parce qu'ils sont là et qu'ils ont le droit d'exister en tant que personne. C'est pour ça qu'on le prend pour un fou, en fait. Mais ça, c'est sur le fond. Sur la forme, Les Racines du ciel, j'ai eu un peu de mal à le lire. Parce qu'il y avait trop d'humains. Il y a beaucoup d'humains dans Les Racines du ciel. Les éléphants et les oiseaux, on les voit passer de temps en temps, mais c'est énormément de gens qui parlent entre eux. Et ça manque un peu. Non, à la limite, sur la façon de militer, j'aurais plutôt tendance à aller chercher du côté des autrices féministes, en fait. On parlait de Despentes tout à l'heure, ou Chloé Delhomme. J'ai eu le grand bonheur de découvrir le Scum Manifesto il y a pas longtemps. Alors, c'est pas un roman, mais il y a une sorte de... Donc le Scum Manifesto, pour ceux qui connaissent pas... De Valérie Solanas, un texte des années 60. Solanas est une activiste féministe qui a tiré sur Andy Warhol. Et qu'il a raté. Et en fait, c'est un peu une métaphore du Scum Manifesto qui est à peu près aussi violent
qu'un coup de feu à bout portant et qui a finalement un pamphlet anti-homme. Ouais, voilà. C'est très très dur, c'est très très drôle et c'est un humour qu'on retrouve, un humour violent qu'on retrouve chez Despentes et chez Chloé Delhomme. Et l'idée d'humour violent, elle me plaît bien moi, parce que elle fait sortir les gens de leur zone de confort. Elle fait sentir au lecteur, qu'il soit un homme ou un humain, que le confort dont il jouit depuis toujours repose sur des fondations pourries. Et ça, on peut y aller avec comme on disait tout à l'heure, c'est le risque du roman engagé, du roman à thèse, c'est d'y aller avec un couteau sous la gorge comme ça. Mais en y allant, en rigolant, je pense que c'est encore plus fort. Ouais. Voilà. Et alors, on parlait, la question qui nous occupe, c'est l'inspiration écologique est-elle une manière de renouer avec une littérature engagée ? Pour vous deux, en quoi l'écologie, la cause écologiste, incluant la cause animaliste et toutes les autres, renouvelle-t-elle véritablement l'engagement littéraire ? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique aujourd'hui, l'écologie ? On est dans une crise écologique majeure, voilà, le monde brûle et nous regardons ailleurs, on sait tout ça. Qu'est-ce que l'écologie, comme cause, a de singulier, de différent par rapport au communisme au XXe siècle, par rapport au totalitarisme, aux querelles de religion qu'il y avait eu à l'époque de Voltaire ? Qu'est-ce que l'écologie induit chez l'écrivain de différent par rapport aux autres causes ? Ou est-ce que c'est la même chose, c'est une cause parmi une autre ? Non, c'est pas une cause parmi une autre, mais je crois que ce que ça induit chez l'écrivain, s'il veut refuser, à partir du moment où il refuse cette idée de l'engagement radical ou du roman à thèse, ou appelons-le comme on veut, c'est de décrire la vie, de décrire ce qu'il voit, ses personnages, mais pas de manière exact, c'est-à-dire en ajoutant les détails qui, lui, fondent son engagement à lui en tant qu'auteur. Je sépare auteur homme et écrivain, quoi. Auteur et œuvre, si vous voulez. L'auteur et l'œuvre, c'est pas la même chose. Et ce qu'il est en tant qu'homme engagé, en tant qu'écrivain, ce qu'il peut faire, c'est décrire ses personnages de manière... Enfin, c'est ce que je disais... en jouant sur des détails, c'est-à-dire des manières de parler, des manières de se comporter, des observations de ce qu'il a devant lui, simplement, des manières de penser, un langage à utiliser. Je pense que le problème fondamental, c'est le langage, justement. Donc la cause écologiste, ça forcerait l'écrivain à sortir un petit peu de l'anthropomorphisme, par exemple, à inventer de nouveaux langages, à se mettre à la place de la nature, à la place du vivant, de décentrer le point de vue humain trop humain. Oui, sortir de l'humain peut-être, ce qu'on peut faire difficilement, puisque quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas jamais parler à la place d'un animal. Par exemple, si je peux faire une critique justement sur les métamorphoses, c'est qu'il y a quelques moments où il y a Dina, c'est la petite la chatte. Vous écrivez certaines choses, comme si vous saviez ce qu'elle pensait. Et ça, justement, c'est ce que je pourrais pas faire moi en tant qu'écrivain, parce que même en tant qu'homme d'ailleurs, la grandeur des animaux, c'est ça aussi, c'est que leurs pensées nous échappent. Et si la littérature peut faire quelque chose, ça n'est que dans des petits détails comme ça, en changeant des petits détails comme ça. C'est-à-dire, par exemple, ne pas décrire la pensée d'un animal. Ah, mais en revanche, j'y crois dur comme fer, que je sais ce que pense Dina. Puisque Dina, donc c'est ma chatte, elle s'appelle Padmé. Et je pense que je sais ce qu'elle pense dans 80% des cas. Justement parce que les animaux... Et c'est là que je vais répondre à ta question, en fait. Parce que du fait des découvertes dont j'ai parlé tout à l'heure sur les mondes intérieurs des animaux, on en sait vraiment beaucoup plus sur les mondes intérieurs des animaux aujourd'hui, en 2021. On est loin dans le futur, quand même, qu'il y a 20 ans.
qu'en l'an 2000. Et en fait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on découvre et qu'on continue de découvrir, là, hier encore, on s'est rendu compte que les sèches étaient capables de passer un test que passent généralement les enfants de 3-4 ans, le test du marshmallow, où les enfants apprennent à se retenir de manger un marshmallow quand on leur dit qu'ils en auront 2 après. Alors, on donnait des crevettes aux sèches, pas des marshmallows. Mais... Bref, on se rend compte à chaque étude que la proximité cognitive est effarante. Et on se rend compte finalement que l'anthropomorphisme, dont on a longtemps cru que c'était forcément un piège ou une erreur, était en fait, dans bien des cas, à chaque étude le prouve, un moyen de se rapprocher de l'animal, plus que de s'en éloigner. C'est-à-dire qu'on aurait pu pendant très longtemps se dire que une sèche qui se retenait de manger une crevette parce qu'elle savait qu'elle en aurait 2 après, on aurait pu nous accuser de faire de l'anthropomorphisme en faisant le parallèle avec les enfants qui passent le test pour les mêmes raisons. Et maintenant, on sait que, alors je ne sais pas comment ça a été établi, ça tourne en ce moment sur Internet, c'est une étude très récente, mais on sait que le mécanisme cognitif est le même. Et donc c'est pour ça que, de la même manière que je sais ce que pense ma nièce au stade préverbal quand elle me voit et qu'elle se marre, je pense pouvoir savoir dans bien des cas ce qui passe par la tête des animaux. Et c'est là que du coup je me permets de mettre du langage humain sur des processus mentaux a priori dénués, enfin pas a priori, sur les processus mentaux qui se déroulent sans langage chez les animaux. C'est juste une façon de décrypter en fait des choses qui existent et qui sont communes a fortiori aux mammifères, quoi, qui sont des animaux très proches de nous. Elles se font pas sans langage? Elles se font avec un autre langage? Non, ce que je veux dire, c'est que les concepts sont communs. Et on peut penser sans langage. Ça, c'est Franz de Waal qui l'explique. Une poule, par exemple, elle sait compter. Si tu enlèves un de ses poussins, il en manquera un. Mais elle n'a pas le chiffre, elle n'a pas le nom, elle n'a même pas le concept de chiffre. Mais elle peut compter. De la même manière que on peut avoir des projets alors je vais parler de prédation, mais tout ça, c'est des processus cognitifs qui sont les mêmes que chez les humains, mais qui se font sans langage articulé. Et ça, c'est Franz de Waal qui l'explique dans un truc qui s'appelle « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Et je pense pas qu'il y ait de langage qui nous soit inaccessible, justement parce qu'ils sont très proches de nous, donc ils fonctionnent comme nous, et que bon, nous, on a développé ce truc étrange qui est la pensée abstraite et conceptuelle. Voilà. Et j'ai dit que j'allais répondre à la question. Oui, donc sur la question... Ça fait 2 questions auxquelles je réponds pas, j'ai l'impression. En quoi l'écologie diffère-t-elle des autres grandes causes traditionnelles de l'écrivain engagé ? Du fait de l'urgence absolue. Finalement, des humains qui souffrent, le problème de la pauvreté et de la faim, c'est quelque chose d'immémorial, quoi. Et la question de l'injustice et de la violence. Alors, ceci dit, l'urgence, quand il fallait lutter pour la libération du capitaine Dreyfus ou l'affaire Calas, a toujours été là, l'urgence, ou l'égalité homme-femme, mais il y a des urgences. Là, quand on parle d'écologie aujourd'hui, on parle quand même à un moment qui est unique d'un point de vue géologique, quoi. On a changé d'ère géologique là de notre vivant. On ne sait pas si la plupart des pays sur Terre seront encore vivables dans 50 ans, de notre vivant aussi. Ça va très vite, et je pense qu'il y avait on s'était habitué, quoi. On s'était habitué à vivre avec l'idée que il faut se battre contre les injustices faites aux humains. Mais je pense qu'il y avait un filtre, un tampon, quelque chose, un peu comme moi quand j'avais accepté que l'écologie c'était pas pour les adultes, quoi. Et là, toutes ces histoires d'anthropocène, ces incendies complètement démesurés, ces pandémies, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Les questions, les problèmes liés aux humains entre eux, même les plus terribles, nous dépassaient pas. On avait la main mise dessus. On comprenait pourquoi ça arrivait. Là, on se retrouve avec, encore une fois, des études qui tombent de temps en temps, qui nous disent qu'en fait, ça se passe pas comme prévu, que le permafrost fond plus vite que prévu. Et il y a, du coup, en écrivant sur ça, on joue sur une inquiétude qui est inédite, et qui est intense, et qui est aussi refoulée, dans bien des cas. Et justement... alors, quand on parle en plus d'animaux, on joue à la fois sur
l'inquiétude liée au dérèglement climatique et au réchauffement et tout ça. Mais on joue aussi sur l'inquiétude liée au rapport aux animaux, sur l'injustice refoulée, encore une fois, du rapport immémorial aux animaux, quoi. On est en train de dire, bon, on fait ça depuis des siècles, et comme maintenant on peut changer, et comme maintenant on connaît les animaux, on connaît leur monde intérieur mieux que jamais, on peut se permettre de dire qu'on a été injuste et qu'il faut réformer notre rapport aux animaux. Et là encore, c'est une façon d'appuyer sur quelque chose qui fait très très mal, et c'est une inquiétude face à laquelle les gens n'ont pas forcément de défense. Tu vois, quand on parle d'animalisme, et surtout du point de vue, alors là on est 3 hommes sur le plateau, mais on est aussi 3 végétariens, ce qui est aussi assez rare quand même. Mais quand on parle du coup d'arrêter de manger des animaux dans un livre, ou quand on écrit du point de vue de quelqu'un qui mange plus d'animaux, on joue encore une fois sur des tabous, sur un rapport très intime des gens à leur corps, et sur un sentiment. On appuie sur quelque chose d'extrêmement intime chez le lecteur, qui est la recette de son corps, sur ce qu'il mange pour exister. Et ça, je pense pas que le communisme ait jamais tapé aussi profond, quoi. Oui. Donc en fait, l'écrivain engagé n'est plus seulement l'allié du genre humain, il doit devenir l'allié de la vie, des animaux, de la vie en général, et mettre un peu de côté finalement les petits soucis du contrat social pour s'interroger sur le contrat naturel, comme disait Michel Serres. Le contrat social se retrouve encastré dans un contrat plus large, qui lui va très très mal et qui menace même notre possibilité de nous faire la guerre entre nous. Oui. Et la possibilité de faire la guerre aux animaux. Oui, mais il y a un des grands textes. Alors, on parlait tout à l'heure des textes qui nous font avancer. Je pense que le contrat social a été réécrit au début des années 2010. Ça s'appelle Zoopolis. Oui, alors ça c'est Kim Lika, c'est un ouvrage majeur qui essaie de cartographier les différentes relations qu'on peut avoir avec les animaux et la façon dont on pourrait cohabiter à l'avenir avec les animaux de mémoire, les animaux domestiques, les animaux liminaires et les animaux sauvages, par degré d'éloignement. Ouais. Et c'est un remake du contrat social de Rousseau, quoi, mais en intégrant les individus non humains au tissu de la société. Alors qu'à l'époque de Rousseau, on se souciait des humains, et alors Rousseau il se soucie des femmes, mais c'était pas vraiment le cas de tout le monde, donc c'était encore très 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 resserré. Et voilà, Zoopolis étant la zone de considération morale. Et oui, et donc après, nous, on se retrouve à essayer de prendre ce texte qui est quand même un peu ardu et en faire des romans. Et à distiller ces idées-là dans quelque chose d'un peu séduisant, quoi, qui est la fiction. Alors, Errol Enro, je vais commencer par vous pour une autre question. Justement, on parlait de l'urgence, que l'écologie, la cause de l'écologie, elle se distinguerait par une urgence encore plus urgente que les inégalités hommes-femmes, que les injustices sociales, que les tyrannies religieuses ou politiques. Alors, quand on est un écrivain engagé, qu'on a à ce point conscience de l'urgence, pourquoi est-ce qu'on ne milite pas chez Greenpeace? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le coup de poing? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas un désobéissant civil? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chez Extinction Rébellion? Comment est-ce qu'on concilie le temps long de la littérature? Parce que la littérature, c'est quand même être tout seul devant un papier ou un écran à lire ou écrire. Comment est-ce qu'on concilie ce temps long de la littérature, où on espère un jour toucher des lecteurs, et cette urgence écologique qui nous anime? Eh bien, ça dépend de chaque écrivain. Il faudrait poser la question à chaque... Alors, comment vous faites? Mais moi, je crois que j'ai un problème particulier, c'est que j'ai du mal à... J'ai du mal avec le monde dans lequel je vis, si vous voulez. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais... Parce que le monde... C'est pas une bonne nouvelle pour moi, mal, dans le sens où... C'est plutôt un bon signe. Oui, mais moi, je n'arrive pas à me dépasser, si vous voulez. Je peux pas même faire une conférence comme ça aujourd'hui, par exemple, c'est très... Ça demande beaucoup pour moi. Ah, mais pour tout le monde, rassurez-vous. C'est pour ça que vous avez quand même le talent, le don d'écrire, ce qui n'est pas donné à chacun.
Et je pense que l'écriture permet ça, permet d'être retiré et puis de faire passer quelque chose sans forcément se militer, c'est-à-dire se montrer aussi. Oui, mais le tic-tac, le compte à rebours. Le compte à rebours de la catastrophe est proche, la sixième extinction, le réchauffement climatique, et l'écrivain, il est là chez lui tout seul à écrire des livres dont il ne sait même pas s'ils seront acceptés par l'éditeur ou lus par quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas un... Alors que pendant ce temps, à la télévision, on voit des jeunes qui vont se jeter dans des actions suicides éventuellement pour empêcher un aéroport, une route, un centre commercial. L'écrivain n'est pas un peu complexé par rapport justement à cette cause urgentissime? Mais l'écrivain est un homme aussi, c'est-à-dire qu'il y a sa part auteur, et, enfin, il faut toujours séparer l'auteur de l'œuvre, si vous voulez. Moi, personnellement, j'ai déjà du mal à me définir moi-même, donc définir une généralité, je ne saurais pas préciser exactement. Non, ce qui est le travail de l'écrivain, c'est justement, selon ma vision, de ne pas se montrer. Donc, écrire retiré du monde, c'est-à-dire... retirer. Le plus grand écrivain, c'est Dostoïevski qui en a parlé. C'est le père Féraponte, si vous connaissez. C'est un personnage qui apparaît très peu dans les frères Karamazov. Il apparaît 40 pages ou 50 pages. Il n'a rien écrit. Il parle presque pas. Les gens le voient presque jamais. Et en fait, donc il est retiré dans une cabane sous un orme. Et ce qu'il fait, c'est sa légende qu'il fait, en fait. C'est-à-dire, c'est pas lui. Sa légende le précède et le suit, mais enfin, elle n'est pas dans la cabane avec lui. Mais elle se nourrit de quoi, sa légende, alors? Alors, sa légende, c'est un moine, en l'occurrence. Et en fait, il voit les miracles. C'est-à-dire l'imaginaire dans le réel. Et il voit les saints, par exemple, sous la forme des oiseaux. Les oiseaux, ce sont des saints pour lui. Et ça, tout l'ensemble du monastère, dans le roman, le sait. Et ils n'ont pas besoin de le voir, ils n'ont pas besoin de lui demander, ils n'ont pas besoin de le lire. Simplement, ils le savent. Moi, je me souviens, quand j'ai lu ça, je pensais que ce père Féraponte était assez proche de ce que je pouvais espérer de mieux à moi. Mais il écrit à un moment donné? Non, il écrit rien. Ok. D'accord, donc c'est pas un écrivain en fait. Mais comme Socrate. D'accord. Socrate a rien écrit et qui est plus engagé que Socrate? D'accord, mais il a parlé. Platon. Il a parlé, Socrate. Il a parlé, oui. Mais lui, il parle un petit peu, puisque ce qu'on sait de lui dans le roman, c'est lui qui le dit. Donc. D'accord. Donc on est proche d'un idéal presque taoïste, de non-agir, de cacher sa lumière, comme disent les taoïstes, de ne jamais aller frontalement vers les choses et d'être un peu comme l'eau, l'eau étant l'élément idéal des taoïstes, qui est toujours très bas et sans laquelle rien ne se fait par contre. Et justement, je me demande, en tant qu'écrivain, qu'est-ce qu'on attend exactement quand on écrit un roman et qu'on veut changer les choses? Est-ce qu'il y a un roman qui a changé les choses déjà dans l'histoire? Alors là, c'est une vaste question. Donc, je pense que quand même, oui, il y en a qui ont changé. Un roman, je parle. Un roman, oui. Comme le contrat social, par exemple, ça a changé des choses, mais c'est pas un roman. Alors, si on revient, Camille Brunel, comment conciliez-vous le temps long de la littérature, l'isolement de l'écrivain, qui peut être un isolement d'ailleurs préalable et définitif, on n'est jamais assuré d'avoir des lecteurs, et l'urgence écologique? Pourquoi vous n'êtes pas plutôt en train de faire le coup de poing avec L214 au lieu d'écrire des histoires d'animaux qui pensent? Je l'ai fait il y a peu de temps, d'une part. Je ne peux pas le faire tous les jours. Et alors sur l'isolement, évidemment, il est très relatif puisque je sais pas, il y a pas de chat chez. Non, j'ai pas. Mais de tout ça. Et puis en étant végétarien, on milite 3 fois par jour. D'accord. Ce qui était toujours ça de prix. Par son propre exemple. Voilà. Et après sur les
Oui, alors il faut contrebalancer le temps qu'on a mis à écrire le livre en faisant les livres les plus intenses possibles pour acheter un peu le temps perdu. Voilà. Ouais. Il y a une question de radicalité. Hein. Ouais, effectivement, vos ouvrages, ils sont assez. Et c'est pour ça que je peux pas me permettre de douter. Alors je sais que c'est très bien vu le doute, mais c'est pour ça que quand j'écris des livres comme Après nous les animaux, où il y a que des animaux en fait dans Après nous les animaux, il y a une humaine qui meurt page 20 et après les animaux passent le roman à chercher les humains et n'en trouvent pas. Je pense pas que ce soit alors pas le rôle de l'écrivain, mais pas le mien de douter. À l'inverse, je pense que c'est important de pouvoir dire que dans mes livres, comme dans ma vie, j'ai certaines certitudes, comme celle, tu vois, concernant que je partageais tout à l'heure, les capacités cognitives des animaux. Et il y a une façon d'être droit dans ses bottes que j'essaie de partager aussi. Et c'est là que les romans peuvent changer le monde. Tous. On lit un roman et on se dit, bon, bah lui, ce mec-là, il a écrit, il a été publié et il pense la même chose que moi. Et ben, c'est que je suis pas en train de faire fausse route. Alors ça, c'est intéressant parce que d'habitude, la petite mélodie, la petite musique qu'on entend toujours, c'est contrairement à l'essayiste, contrairement au scientifique, contrairement au politique, l'écrivain connaît tout, mais il est pétri de doutes, de contradictions, de subtilités. Ouais. Et la littérature, justement, c'est la complexité et ça n'est pas la thèse, ça n'est pas asséner ses vérités, ses certitudes. Alors, et là, vous revendiquez, en tant qu'écrivain, d'avoir des certitudes. D'avoir des certitudes, c'est intéressant. Ça. Ouais. Alors, j'ai pas que des certitudes non plus. La guérilla des animaux, c'est quand même l'histoire d'un activiste animaliste qui se foire dans les grandes largeurs. La guérilla des animaux, ça finit très mal. Et exactement comme toi, Errol, je me suis mis dans la peau le personnage principal de la guérilla des animaux, c'est un tueur. Alors toi, c'est un tueur d'abattoir. Moi, c'est un tueur d'humains, puisqu'il venge les animaux en allant tuer les braconniers. Mais l'idée, elle est la même, quoi. C'est le Isaac de la guérilla des animaux et un meurtrier, quoi. Et ça, justement, c'est parce que, en tout cas, le livre a été écrit à une époque où j'avais pas de certitude sur la meilleure façon de militer. J'en ai sur le rapport aux animaux, sur la nature des animaux. Sur le militantisme, c'est une autre paire de manches quand même. Je sais que en tout cas, La guérilla des animaux, c'est un roman sur un militant qui se rate parce que justement, à ce moment-là, je voulais dire, bon, ça, clairement, se venger et aller jouer au gang de la clé à molette, là, à tout casser, ça ne marche pas parce que ça polarise le monde et au final, ça casse tout. La polarisation échoue. Alors ça pourrait passer pour une autre certitude qui serait la certitude qu'il faut passer par la voie du légalisme. Mais même ça, et les métamorphoses encore, c'est donc le livre qui raconte une pandémie de gens qui se transforment en animaux. Il y a quand même un gros doute fondamental au cœur du truc puisque les animaux reviennent. Le monde se peuple à nouveau d'animaux, ça devrait être génial, mais ça devient l'enfer très vite, puisque l'héroïne, du coup, peut plus sortir de chez elle parce qu'il y a un jaguar qui traîne, et elle aime bien les jaguars, mais elle a pas envie de se faire bouffer. Et voilà. Et Après nous, les animaux, c'est le roman d'une libération animale, des animaux qui étaient dans des cirques, dans des zoos, qui sortent de l'arche et qui sont tout seuls au Mexique, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent les humains. Et parce que là encore, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait des animaux qui ont vécu avec les humains. Et ça, c'est pas évident non plus. Il y a donc ce fameux contrat social à réécrire. Et c'est drôle parce que du coup, mon éditeur, Jean-Maurice de Monrémy, chez Alma, il m'a dit, en tout cas pour la guérilla et pour les métamorphoses, que mes deux bouquins étaient étranges parce qu'on pourrait utiliser les deux contre les animalistes. Tu vois, avec l'animaliste fou de la guérilla et le monde strictement animal qui est un enfer des métamorphoses. D'accord. Donc c'est un dosage subtil de doute et de certitude, mais avec peut-être un peu plus de certitude quand même. Alors pour revenir justement sur les moyens que s'octroie l'écrivain, qu'est-ce que le roman a de spécifique ? Là, on est tous les trois écrivains, romanciers, auteurs de l'écrit.
Qu'est-ce que le roman a de spécifique par rapport aux autres modes d'expression artistique? Alors, Dieu sait qu'il y a des tonnes de documentaires, de films sur l'écologie, sur la cause animale, sur comment sauver le monde comme il se porte. Qu'est-ce que vous espérez encore du roman, de ce moyen d'expression par rapport à tous les autres qui le concurrencent, toujours dans cette perspective d'une urgence, d'une cause urgentissime qui est la cause écologique? Erol. Mais je pense qu'il n'a pas de règles. C'est ce qui fait qu'il est démocratique, c'est-à-dire tout le monde peut écrire un roman s'il le veut. Chacun a un crayon, chacun a un ordinateur, ils peuvent faire, tout le monde peut le faire. Tout le monde ne peut pas être publié, malheureusement. Même moi, j'ai du mal, maintenant. Oui, pardon, j'ai oublié. Alors, c'est par rapport au cinéma, par rapport au jeu. Oui, par rapport. Le roman n'a pas de règles. Beaucoup d'éditeurs disent que le principal concurrent du livre, c'est pas autre chose, c'est Netflix, par exemple. Voilà, les gens ont passé des heures à regarder les séries Netflix, ça n'arrête pas. Quand vous en avez vu une, ça s'enchaîne sur l'autre. Les gens n'ont plus le temps de lire. Comment, en tant qu'écrivain, producteur d'écriture, comment on affronte ça et qu'est-ce qu'on peut encore espérer dans le pouvoir de l'écrit? Mais les gens qui aiment lire peuvent toujours prendre le temps de le faire, je pense. C'est pas une obligation de regarder Netflix. Oui, mais c'est massif quand même. Oui, c'est massif, oui, c'est vrai. Moi, ce que le roman apporte, c'est cette liberté, justement, cette liberté absolue dont je parle, c'est le fait qu'il n'y ait pas de règles, que personne, même au cinéma, il y a des règles, même dans les séries télé, il y en a, ça déborde de règles. Le roman, il n'y en a pas. Sinon, Finnegan Swake, ça n'existerait pas. Et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour tout, mais sans forcer le trait, ce que je disais tout à l'heure. Je pourrais forcer le trait dans une série parce qu'il y a des règles, il suffit que je sache bien me servir des règles pour introduire ce que je veux introduire. Dans le roman, il n'y en a pas, donc on est à nu presque. C'est Kant qui parlait de l'art en disant, des règles informulables de l'art pour l'homme. C'est-à-dire, on peut expliquer une formule mathématique, on peut expliquer le montage au cinéma, mais on ne peut pas expliquer pourquoi tel peintre peint comme ça, tel écrivain écrit comme ça, tel musicien écrit comme ça. C'est informulable. Et c'est ça qui fait sa grandeur. La règle principale, en tout cas, des séries Netflix, c'est quand même le budget. Il se retrouve... l'imaginaire, à un moment donné, est limité par le budget, quoi. À moins de faire de Star Wars, c'est difficile de pouvoir écrire des séries, de longues histoires qui seraient portées à l'écran avec l'ampleur dont on a envie. Donc, une des choses qui me plaisent dans le... En même temps, excusez-moi, est-ce que le rêve fou de tout romancier, c'est d'être adapté en série Netflix? Est-ce que c'est pas le rêve secret? Une série Netflix qui serait projetée au Max Linder, là. Ou une série HBO, si on veut relever le niveau du niveau de toutes les grandes séries. Oui, bah bien sûr, parce que ça démocratise vachement. C'est les gens qui aiment pas lire, qui ont du mal à se concentrer, c'est difficile de lire. Je veux dire, c'est un exercice de méditation, quoi. Dans une optique d'engagement toujours, pour toucher un public, pour conscientiser, pour vraiment percuter. Ouais. Et il faut les deux. On voit bien, tu vois, il suffit de faire Lupin avec Omar Sy et hop, tout le monde se jette sur Maurice Leblanc juste après, quoi. Donc ça marche dans les deux sens. Donc oui, faut écrire un bouquin qui soit adapté, puis ensuite les gens se replient sur le livre. Mais alors qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on trouvera dans le livre qu'il n'y avait pas dans la série? Il y a déjà quand même tout un travail sur l'intériorité. Au cinéma, il peut y avoir une voix off, mais on est quand même à l'extérieur. Tu vois, si tu filmes un animal, il y a fortiori sur les animaux, où là, pour les faire exister de l'intérieur au cinéma, à moins de faire une voix off comme le livre de la jungle, c'est compliqué. C'est possible, mais c'est très complexe. Et la littérature peut déjà servir de pont entre l'intériorité des humains et celle des animaux, parce que voilà, on passe pas par
la frontière de l'organisme, quoi, par de l'image. Et oui, on peut mettre en place un monologue intérieur qui épouse le rythme de celui de la personne qui regarde. Sur Netflix, il y a une fonction qui permet de rembobiner de 10 secondes. Donc, quand on regarde Netflix et puis qu'on se dit qu'on a loupé un truc, on peut rembobiner de 10 secondes et puis, ah oui, d'accord, ok. Ce qu'on pouvait pas faire au cinéma et qui est quand même un avantage non négligeable et qui rapproche, en fait, Netflix de la lecture. Mais il y a quand même un rythme imposé. Et un des grandes richesses de la lecture, c'est que la vitesse de pensée de l'auteur épouse la vitesse de pensée de la personne qui lit. Et ça a pas de prix parce que ça laisse le temps à la personne qui lit d'évoluer mentalement à son rythme, sans se sentir distancé. Je pense que c'est ça qui est extrêmement précieux avec le fait d'écrire des livres, en fait. D'accord. Question de rythme. Ouais. Alors, venons-en maintenant à l'animal, parce qu'on a fait comme si, vous êtes tous les deux des militants animalistes, chacun à votre manière. L'animal, en tout cas, est au centre de vos romans, que ce soit avec le point de vue d'un militant animaliste ou le point de vue d'un tueur d'abattoir. Alors, pour vous, l'animal, est-ce que c'est un aspect particulier de la cause, de la grande cause écologiste, ou est-ce qu'avec l'animal, on résume toutes les problématiques de l'écologie et l'animal serait finalement le meilleur ambassadeur, le meilleur thermomètre, la meilleure vitrine de tous les dérèglements, tous les dysfonctionnements liés à la crise écologique. Hérol ? L'avantage de l'animal, c'est qu'on le voit tous les jours. Et en le voyant tous les jours, en l'observant, on peut voir même une différence infime chaque jour, ce qui est en train de se dégrader. Ne serait-ce que, je prends l'exemple des moineaux, par exemple. Est-ce que il y a combien de temps que j'ai pas vu un moineau ? Pourtant, j'ai habité à la campagne longtemps. Je vais encore à la campagne. J'habite plus en ville, mais j'habite en ville, mais je vois plus de moineaux en ville. Ça, c'est un signe direct. C'est-à-dire, c'est un signe qui on peut pas mentir, on peut pas faire d'idéologie avec ça. Donc là, ça veut dire que si vous deviez écrire un roman, vous prenez des animaux qui seraient les témoins, les premiers symptômes de la crise écologique. Oui. À la fois victimes, quand on les fabrique pour mourir, pour être consommés, etc. Et puis victimes aussi dans leur milieu naturel. Oui, et là, ça peut pas se cacher. Parce qu'avec l'abattoir, par exemple, il y a un siècle, c'était au milieu c'était dans la ville, quoi, l'abattoir. Aujourd'hui, l'abattoir, il est plus en ville, il est à l'extérieur, à la périphérie. Et on les voit plus, on n'entend plus. Je suis sûr que si on voyait et qu'on entendait, il y aurait peut-être moins de gens qui mangent de viande. Ça, c'est fort possible. Donc quelqu'un qui se dirait écologiste, comme ça existe, quelqu'un qui se dirait écologiste, y compris chez les Verts français, sans du tout parler de cause animale, comme ça a longtemps été le cas, notamment en France, je le répète, pour vous, ce serait un manque de cohérence. Quelqu'un qui se dirait écologiste sans se préoccuper, par exemple, de diminuer sa consommation de viande, de se préoccuper du bien-être animal, de la place des animaux dans les écosystèmes. Ah oui, là je pense qu'il y a des règles. Là, il y a une règle à suivre. C'est difficile de faire de l'écologie en choisissant, en sélectionnant. Sinon, c'est qu'on fait une écologie personnalisée. C'est plus vraiment de l'écologie. Enfin, l'écologie. Par exemple, manger des animaux et être écologiste, écologiste, pardon. Je ne sais pas si c'est possible. Pour moi, c'est impossible. Donc, écrire un roman d'écologie sans parler de la question animale, ça n'a pas de sens. Non, je pense, oui. C'est comme être écolo et manger de la viande. Voilà. Donc, Camille Dasson sera d'accord puisque tous ces romans sont truffés d'animaux. Oui. Mais c'est pire que ça, en fait. C'est pas seulement ne pas parler d'animaux. Ça serait une escroquerie. Mais du coup, ce serait quoi un écolo qui parle pas d'animaux ? Mais en fait, ça existe. Et c'est, je pense, l'écologie qui parle. Je veux pas être méchant ni mal poli, vraiment. Mais il y a une écologie qui parle du vivant. Voilà. C'est un terme que je trouve vague et piégeux.
parce qu'en disant vivant, on invisibilise les animaux. On les met dans le même sac que les arbres, et que les rivières, et que les minéraux. Et c'est très embêtant, parce qu'il y a quand même une énorme différence entre un caillou et un cerf. Il y a une énorme différence entre un arbre et un requin. Et cette différence, c'est l'idée de sentience, qui fait que, à moins de partir dans des délires mystiques pas possibles... Le cri de la carotte, voilà, on oppose toujours aux végétariens. Oui, voilà, ou la sentience de l'acacia, quoi, qui se dirait il faut que j'envoie un message à mes amis, il y a une girafe qui arrive. C'est pas la même chose que le suricate qui voit arriver l'aigle et qui siffle pour dire à sa famille, à son clan, à ses sœurs, à je sais pas quoi, rentrer dans le terrier, on va se faire bouffer. C'est pas le même processus du tout. C'est pas le même processus chimique, neurologique. Et en voulant faire une écologie qui parle du vivant, on invisibilise cette différence-là qui est fondamentale parce qu'elle rapproche les animaux des humains et elle met la frontière au niveau de la sentience. Et je pense que l'écologie qui serait une écologie animaliste, c'est-à-dire qui mettrait en avant les animaux et leur sentience et qui les rapprocherait des humains, me semblerait plus puissante que l'écologie qui est celle qui a toujours existé, qui se soucie de la maison dans son entier et donc du non-humain en général. Et parce que finalement, du coup, on se retrouve à pas trop faire la différence entre un buisson et un chat, et on se retrouve du coup à patauger dans une sorte de mysticisme à la con qui fait qu'on n'est pas, on sait plus de quoi on parle. Tout d'un coup, on se retrouve face à un mystère, et le discours perd de sa puissance et de sa puissance de frappe, de sa force de feu, en se retrouvant du coup face à quelque chose qu'on peut pas expliquer. Alors on sait pas comment, mais on est liés, on est frères des arbres. Oui, mais non, mais quand on commence à discuter de cognition, de sciences dures, on est une société positiviste, quoi, rationaliste. On aime bien être sûr de pas raconter n'importe quoi. Il faut pas affaiblir l'écologie en lui mettant ce boulet de mysticisme, quoi. Et voilà, et mettre en avant non pas le vivant mais les animaux. Et donc je pense que là où les animaux sont les meilleurs ambassadeurs en littérature comme dans tout de l'écologie, c'est que si on se soucie de l'écologie et après des animaux, bon, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis toujours, on se retrouve avec le boulet mystique, mais si on se soucie des animaux dans ce qu'ils ont de proche de nous, on se retrouve à essayer de défendre les écosystèmes pour les animaux et pas défendre on se retrouve à défendre les écosystèmes pour les animaux. C'est-à-dire, il ne faut pas défendre les écosystèmes, pour défendre la grande machinerie mondiale érodée depuis des milliards d'années, mais on défend un truc dont les individus animaux ont besoin. Voilà. Et ça devient plus urgent, et ça devient plus utile, et ça a plus de sens, et moins mystique, plus rationnel. Il ne faut pas faire cramer le bush parce qu'il y a des koalas qui vivent là et qui en ont besoin. C'est pas, il faut sauvegarder le bush avec les koalas comme un grand tout harmonieux. Ça, voilà, on appelle aussi les espèces parapluies, je crois, où finalement une espèce un peu charismatique ou emblématique, un lion, un tigre, une girafe, suppose toute une pyramide en dessous, un milieu, toute une chaîne alimentaire. Et si vous voulez sauver la girafe, effectivement, il faut sauver le monde de la girafe. Ceci dit, pour aller dans votre sens, pour être un peu pessimiste, même les espèces charismatiques, le koala, le tigre, la girafe, le lion, sont en péril. Même celles-là, finalement, surtout celles-là même. On n'arrive pas, alors qu'on imagine qu'il est beaucoup plus facile de récolter de l'argent pour le koala chinois ou le tigre... Le koala australien. Australien ou d'où vous voulez, plus facile de récolter de l'argent pour lui que pour le moustique sud-africain. Donc, mais même ces espèces-là sont en danger. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est vrai qu'à part de la culpabilité, on n'a pas grand-chose à transmettre, quoi. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'humour très tôt, quand vous nous avez demandé les auteurs qui nous inspiraient, parce que c'est très vite irrespirable, quoi. Il faut de l'humour et il faut de la beauté. Ça aussi, c'est une des choses que la littérature apporte, que le cinéma apporte à sa manière, mais tout un truc sur l'écriture, sur le travail du langage, quoi. Il faut que on puisse prendre sa grande goulée de culpabilité et d'inquiétude, mais qu'en même temps,
y ait une vraie notion de plaisir, à lire un paragraphe qui est parfait, quoi, qui est le plus travaillé possible. Alors, dernière question. Il y a peut-être deux arguments juste pour contrer ceux qui disent les végétaux, animaux, ne mangez pas de végétaux parce qu'ils souffrent aussi à ce compte-là. C'est souvent le reproche qu'on a. Il y a deux arguments à apporter. C'est un biologique, c'est-à-dire que les végétaux en général n'ont pas de système nerveux, ce qu'ont les animaux. Et deux, c'est Bergson dans l'évolution créatrice qui disait en fait tout être vivant a une sensibilité en rapport avec le chemin qu'il doit parcourir pour se nourrir. Donc les arbres ont les racines plantées, ils n'ont pas à parcourir de chemin, ils n'ont pas à repérer quelque chose, ils n'ont pas à sentir quoi que ce soit, donc ils prennent la nourriture, elle est là. Et la lumière qui tombe. Oui, ils ont rien à faire. Plus vous avancez, plus des insectes jusqu'aux plus grands animaux, jusqu'à nous, jusqu'aux baleines, plus la sensibilité est grande. Donc voilà deux arguments qu'on peut utiliser. Alors, sans aller jusqu'à dire que les plantes sont sensibles, il faut nuancer peut-être ce que disait Bergson. Vous avez un extraordinaire ouvrage qui s'appelle L'éloge de la plante de Francis Allais, où il vous montre que justement parce que les végétaux n'ont pas le loisir de se déplacer et d'aller fuir un prédateur ou d'aller chercher une proie, ils sont infiniment plus plastiques, inventifs en termes de forme, en termes de temporalité, en termes d'aménagement de l'espace que les animaux. Il y a infiniment plus de formes végétales que de formes animales. En gros, un animal, c'est toujours la même chose. C'est ce que dit Francis Allais, c'est une boue, une gueule, un tube digestif et des pattes pour l'emmener quelque part, soit un insecte ou un lion. Un végétal, c'est quelque chose qui peut s'amputer lui-même, se transformer de façon incroyable pour compenser justement cette assignation à résidence. C'était juste une parenthèse. Alors en guise de conclusion, parce que le temps passe, qu'est-ce qui à vos yeux, revenons à la littérature un petit peu, sépare les écrivains naturalistes, on va citer John Muir, on va citer les grands américains, Thoreau ou d'autres, les écrivains naturalistes d'hier, du 19e, début 20e, de ceux d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui les sépare ? Est-ce que c'est uniquement la conscience, les connaissances, comme on parlait de la connaissance maintenant de l'intimité des animaux? Est-ce que c'est l'urgence politique? Qu'est-ce qui sépare la mission d'un écrivain comme John Muir d'un écrivain d'écologie, d'un romancier d'écologie d'aujourd'hui? Hérol ? Mais le constat qu'il peut faire du monde dans lequel il vit, au début de votre question, j'avais envie de répondre rien. Parce que, en fait, si on en est là, c'est parce que c'est le mouvement du temps qui nous amène là où on est. Donc j'avais envie de dire rien. Mais peut-être, oui, la conscience du monde dans lequel il est, l'accès à l'information, la volonté de s'engager qui est peut-être plus grande aujourd'hui qu'il y a un siècle, je ne sais pas. Donc une forme d'urgence, un sentiment d'urgence et de crise globale, finalement. Où il y a moins d'émerveillement, peut-être, vis-à-vis de la nature, et plus de crainte, de peur. Aujourd'hui, je crois, oui. Donc la peur serait plus une muse, la muse de l'écrivain d'écologie, du roman d'écologie, que l'émerveillement de parcourir les grands parcs américains, ou de découvrir une nature, la wilderness. En ce qui me concerne, la peur a beaucoup joué, mais j'ai pas abandonné cette idée, cette admiration de la beauté de la nature aussi. Mm-hmm. C'est aussi, s'il y avait pas ça dans mon roman, il y a ça aussi. Mm-hmm. S'il y avait pas ça, probablement je l'aurais pas écrit. Non, c'est les deux, mais la peur peut-être un peu plus aujourd'hui. Alors qu'au 19e siècle, la peur était peut-être en dessous. Oui. La peur de perdre tout ça. Oui. C'est une excellente formule, oui. C'est de l'émerveillement rechargé à la peur. C'est la peur, la muse de l'écrivain écolo. Ouais. Et ça, pour vous, ça se vérifie? Bah ouais. Et c'est pour ça, oui, effectivement, il y a les trois piliers qui permettent de faire passer quand même un peu ça sans rendre tout le monde malade. C'est l'humour, le travail du texte, et quand même pas oublier de parler de ce qui reste et qui est encore beau, quoi.
Parce que c'est assez joli un moineau en fait quand on les regarde bien. J'ai un couple qui s'est installé dans mon jardin, moi. Félicitations. Petite moinelle, voilà, qui fixe Padmé. Alors elle se regarde, Padmé n'a pas le droit d'aller la bouffer évidemment. Et parce que les chats sont quand même des serial killers qui ont sur la conscience des millions d'oiseaux tués. Bah voilà, donc celle-là, elle l'aura. Chat domestique. Et oui, et donc et après il faut regarder ce qui sépare John Muir et Thoreau, qui sont des purs monuments. Et là, c'est déjà on va s'autoriser la comparaison parce qu'on est à la BNF, mais ce qui les sépare d'auteurs comme nous aujourd'hui, c'est la façon dont le monde a changé. Et donc comment il a changé depuis le milieu du 19e siècle. Il y a 5 ou 6 fois plus d'humains sur Terre et 10 fois moins d'animaux, quoi. On parle de l'effondrement de la biodiversité de 30%, là. C'est sur les 30 dernières années. T'imagines, à la moitié du 19e siècle. Donc quand John Muir va explorer Yellowstone, il voit des colibris, il en voit 15 à la douzaine. Et nous, on voit des touristes, on voit des humains, plus que des colibris. Et ça, forcément, que ça... On part avec le même projet, aller expliquer aux gens que le monde humain est extrêmement étriqué et qu'il faut en sortir autant que possible, physiquement et intellectuellement. Et sauf que nous, on se prend un mur que eux ne se prenaient pas. Ça serait strictement impossible aujourd'hui d'aller vivre comme Thoreau l'a fait au bord de l'étang, quoi. Ne serait-ce que parce qu'on serait rattrapé par les réseaux sociaux et on aurait envie de raconter notre vie comme le font aujourd'hui les jeunes qui partent explorer la wilderness du Canada puis qui font des updates quand même régulièrement sur Facebook, quoi. Alors Sylvain Tesson essaye un peu d'être le Thoreau de cosmique. Et il y arrive. Il y arrive. Ce serait un bon écrivain, ce serait un bon exemple d'écrivain engagé pour l'écologie. Je me suis pas encore plongé dans Tesson, donc je pourrais pas en parler. Ah, d'accord. Et Roll ? Sylvain Tesson, oui, absolument. C'est un bon exemple pour vous d'écrivain d'écologie engagé. Aujourd'hui, c'est le meilleur exemple, je pense. Mais je l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est vrai que... Non, j'y ai pas pensé non plus, mais c'est vrai. Il y a un roman qui fait le parallèle direct avec Thoreau, c'est dans les forêts de Sibérie où il s'installe au bord de Baïkal. Alors là, sans réseaux sociaux, il casse la glace pour pêcher le poisson. Alors, il y a un risque que j'affabule, mais il me semble que dans La Panthère des Neiges, Tesson parle à un moment donné quand même de la façon dont il essaie de gérer le trivial en lui. J'ai un vague souvenir d'un moment où il est face à la panthère et il dit mais il se passe rien de transcendant, et ça me rappelle, si ce souvenir est exact, en tout cas ça correspond à mon impression qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est que voilà, John Muir il peut aller passer l'orage en pleine forêt et il se passe quelque chose d'absolument grandiose, et nous on doit faire sans ce genre d'expérience extrêmement puissante, quoi. Le mot de la fin, chacun, si vous voulez ajouter quelque chose, Erol. Non, une petite chose que j'ai déjà dite, c'est que la difficulté d'écrire un roman, c'est justement de savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un ? Si on s'adresse à quelqu'un, est-ce qu'on va dans son sens ? Est-ce qu'on va contre lui ? Je crois que l'écologie pose un piège pour le romancier dans ce cas-là, puisque comment on fait ? Mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, D'accord, merci. Camille ? Ouais. Encore une fois sur les animaux, l'écrasante majorité de la littérature occidentale a présenté des animaux comme très souvent des symboles, des métaphores, ou plaquait sur ces animaux des choses qui étaient liées au fait au mode d'interaction qui était celui des humains avec les animaux à l'époque, quoi. Pendant l'écrasante majorité de l'existence de l'humanité, on a fréquenté des animaux domestiques, donc on connaissait super bien les vaches, les moutons et compagnie, mais les animaux sauvages, les chauves-souris, les chats, les chats sauvages, quoi.
tous les animaux nocturnes, tout ça, voilà, on plaquait des choses qui faisaient peur dessus. Et encore une fois, ce mysticisme, cette façon d'imaginer les animaux, structure la littérature encore aujourd'hui, parce qu'on s'appuie sur les livres d'avant. Et du coup, on a encore, en 2021, donc encore une fois loin dans le futur, les mêmes réflexes quand on écrit sur les animaux que les auteurs de l'époque où, pour voir un lion, on envoyait une gravure vite fait, et on les voyait de loin, et on avait l'impression qu'ils passaient leur temps à bouffer et à chasser, parce que c'était les seules interactions qu'on avait. Et c'est pour ça que éventuellement faire un mot de la fin, parce que c'est mon souhait le plus cher, ce serait d'arriver à faire en sorte que les gens qui écrivent aujourd'hui se défacent de l'imaginaire spéciste qui structure la littérature depuis toujours, faute de mieux, parce que c'était les seuls modes d'interaction qu'on avait avec les animaux. Maintenant, parce qu'on a les caméras HD 4K qui permettent de regarder des manchots en plein hiver en Antarctique de près et de voir ce qui se passe dans leur tête, parce qu'on a le matériel pour voir ce qui se passe dans les yeux, de regarder les yeux des animaux dangereux de près. Et les catégories de pensée avec l'éthologie aussi. Voilà. Il faut absolument que la littérature s'empare de tout ça et qu'elle n'ait pas peur de refonder le rapport à l'animal littéraire de fond en comble. Voilà. Merci beaucoup, merci Camille Brunel, merci Roland Roux pour cette conversation sur l'inspiration écologique et la littérature engagée. Merci à vous. On dit aussi merci aux techniciens et à la BNF qui nous accueille ici. On ne dit pas merci au public dans la salle car il n'y en a pas étant donné les conditions sanitaires, mais le cœur y est. Et merci au public sur les réseaux. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.